Eh bien. Putain. Je crois que j'ai le temps de vous raconter une dernière histoire. Cette histoire se passe en 1987, l'année de sortie de Bad Test. C'est un film de Peter Jackson. Donc la jeune Julia, qui vivait dans un village du nord de l'Italie, elle avait des gros problèmes de sommeil. Elle se réveillait sans cesse. Les parents étaient très inquiets, c'était leur premier enfant. Ils n'étaient pas prêts, ils n'étaient pas préparés à une enfant comme Julia. Quasiment toutes les nuits, c'était des réveils à cause des cauchemars, un problème d'alimentation, une enfant qui avait l'air perturbée, même bébé. Une nuit, le père se lève car sa fille venait de faire un cauchemar. Il n'est jamais remonté se coucher. La mère l'a trouvé le matin dans la chambre de Julia, allongé par terre. Il avait fait une crise cardiaque. À l'âge de 7 ans, elle vient voir sa mère qui est en train de cuisiner et elle lui dit Maman, j'entends des gens parler dans ma chambre. La petite explique qu'elle entend tout le temps des gens parler, mais ne les voit pas. Tout le monde la riait, même sa mère ne la croyait pas, évidemment. Et donc la petite Julia a vécu un calvaire toute son enfance. Sa scolarité s'est arrêtée très rapidement. Les enfants se moquaient d'elle, évidemment. Les problèmes s'aggravaient, ses problèmes de santé s'aggravaient aussi, son sommeil ne s'améliorait pas. Elle était réveillée toutes les nuits donc par des voix qui lui parlaient. Elle a vite compris que ça durerait longtemps, donc elle a été suivie par un médecin, un psychologue, et tout le monde lui disait la même chose, que ça venait d'elle, hein, qu'elle avait en plus des médicaments qui étaient assez lourds, ce qui ne changeait absolument rien au fait d'entendre des voix. Bref, à 17 ans, elle a commencé à faire une grosse dépression. Du coup, elle a été mise en hôpital psychiatrique et elle y est restée 4 ans. Les premières années ont été très dures, son état empirait de plus en plus. Les voix, évidemment, étaient toujours là. Elle racontait aux médecins qui la suivaient ce qu'elle l'endurait et ils ne voulaient pas la croire. Plus elle se plaignait, plus ils augmentaient les doses de médicaments. Elle en est arrivée à faire 2 tentatives de suicide. Et après la deuxième, elle a compris que en fait, ici, ils n'étaient pas là pour l'aider. Ils étaient là pour entendre ce qu'ils avaient envie d'entendre, mais que ces mots ne seraient pas traités ici. Du coup, elle a commencé à dire ce qu'ils voulaient entendre. Elle s'est dit, faut que j'arrête, parce que là, je ne sortirai jamais, je vais rester à vie dans cet hôpital. Et donc elle a commencé à dire ce qu'elle voulait entendre, qu'elle entendait plus de voix, que ça allait de mieux en mieux. Et ça a duré 3 ans, et au bout de 3 ans, ils ont dit bon, il y a du mieux, on va la laisser sortir. Effectivement, il y avait du mieux quand même, mine de rien, à force de se répéter que ça allait mieux, ça allait mieux. Et puis la joie de ressortir de l'hôpital, alors ça a été extrêmement bénéfique. Après sa sortie, pendant 6 mois, sa vie s'est vraiment améliorée. Elle était entourée d'amour par sa mère, qui était trop contente de la retrouver. Elle avait été enfermée 4 ans, donc elle était vraiment attirée par l'extérieur. Elle était tout le temps dehors. Elle a commencé à voir des gens, à avoir un petit copain. Le problème, c'est que sa personnalité était toujours là. Elle entendait toujours les voix, hein, ça n'arrêtait pas. Et du coup, dans sa relation avec son petit ami, ça a vraiment compliqué l'histoire, et jusqu'à ce que son copain ait peur et se dise wow, il y a quand même un problème avec cette fille, et il l'a quittée. Per me motivo di scelta per il futuro. Voglia Dio che la tua scelta ti riporti da me. Arrivederci, amore mio. Entri. Tout le château de cartes qu'elle avait mis du temps à construire, il s'est redétruit. Elle s'est réenfermée dans sa chambre
par tristesse. Et elle n'en sortait quasiment plus, hein. Même sa mère lui apportait à manger dans la chambre. Donc tout s'est redégradé, au grand désespoir de sa mère. C'est là que sa maladie a pris un tournant. À chaque fois que sa mère s'approchait de la chambre, elle entendait que sa fille avait des conversations avec des gens, ou avec quelqu'un, mais alors qu'elle savait très bien qu'il n'y avait personne dans sa chambre. Perché vuoi sapere il mio nome? Che cosa hai detto? Non hai detto così. Senti, adesso devo andare. No, non mi sembra il caso. Ma che cosa vuoi? Non da me. No. No. Tipo di gioco, che tipo di gioco vuoi fare? Basta. Ti prego. Julia passait ses journées à parler avec des personnes. Sa mère paniquée, ne voulait pas en parler au médecin de peur qu'il la réenferme dans un hôpital. Et du coup, elle en parlait à sa meilleure amie, qui lui a dit soit d'en parler à Julia, soit d'écouter un peu les conversations, enfin d'écouter un peu ce que sa fille disait, voir si c'était grave ou pas, mais que la seule solution pour essayer que ça aille mieux, c'est d'en parler à Julia. Donc ce qu'elle a fait pour avoir un peu de contenu pour lui en parler, c'est qu'à chaque fois qu'elle arrivait derrière la porte, elle écoutait ce que Julia disait. Dès qu'elle restait aux alentours de 10 secondes derrière la porte, par quelque miracle que ce soit, Julia savait que sa mère était derrière la porte, et du coup se levait et ouvrait la porte. À chaque fois, elle était en conversation, donc sa mère pouvait entendre quelques phrases, et pouf, d'un seul coup ça s'arrêtait, Julia venait ouvrir la porte pour dire qu'est-ce que tu m'espionnes. Donc parmi les phrases qu'elle avait pu entendre, elle a eu le droit: je n'aime pas quand tu t'énerves, tu me fais peur. Ce qui l'a poussé à croire que elle avait eu une conversation avec la même personne, puisqu'il y avait l'air d'avoir un lien qui se faisait entre Julia et la personne qui parlait. Alors que Julia, dans une conversation qu'elle avait eue avec sa mère, lui avait dit qu'elle parlait à des gens, mais à chaque fois différents. Il n'y avait jamais de personnes récurrentes qui revenaient. Ou deux. Elle lui parlait une fois et revenait une fois, mais sinon c'était jamais les mêmes. Mais là, dans les conversations qu'elle entendait, elle s'était rendue compte que ça devait être la même personne et qu'il y avait un lien de créé. Elle a entendu il n'y a que toi qui me comprends, je ferai ce que tu me dis, j'aime pas quand tu dis ça, pourquoi tu répètes tout le temps que les gens veulent me voir triste? Oui, je suis d'accord, les gens sont des monstres. Vivement que nous soyons ensemble. Non, je ne ferai de mal à personne. Voilà les phrases que la mère a pu entendre dans les brefs instants où elle a pu écouter. Son état de santé était de pire en pire, elle maigrissait à vue d'œil. Sa mère commençait vraiment à se dire qu'il fallait rappeler les médecins, parce qu'elle se doutait bien qu'en continuant comme ça, sa fille allait mourir. Et un matin, sa mère prenait son petit déjeuner et elle a entendu sa fille crier dans sa chambre. Donc elle a accouru, elle est arrivée, elle allait ouvrir la porte et elle a eu un pas de recul et se dire je vais écouter. Elle a entendu c'est fini, je ne veux plus parler, tu vas trop loin. Et sa fille ouvre la porte. Qu'est-ce que tu fais encore à m'espionner, toi? Elle part dans la cuisine. Ça faisait bien 6 mois qu'elle était recluse dans sa chambre. Et elle va dans la cuisine, elle se calme assez rapidement et discute avec sa mère. À partir de ce moment-là, ça a été de mieux en mieux. Elle commençait à reprendre goût à la vie. Il arrivait à la mère d'entendre des cris d'énervement venant de la chambre de Julia. Genre, casse-toi, je t'ai dit de plus venir m'embêter. Avec la fougue italienne, il y a quand même des fois où sa mère faisait exprès de rentrer. La conversation était tellement réelle qu'elle se dit c'est pas possible, il y a quelqu'un dans la chambre, quoi. Ça ne peut pas être autrement, quoi. Et sa mère donc rentrait dans la chambre, mais non, il n'y avait jamais personne. Une nuit, c'était le 22 décembre, en pleine nuit, elle se réveille avec un bruit effroyable. Comme si un poids lourd venait défoncer la maison, couplé à un ours sauvage qui était en train de s'acharner. C'était un bruit ignoble. Elle saute de son lit, elle court, elle descend, rez-de-chaussée, tout calme, rien.
Elle court vers la porte de sa fille. Et là, en s'approchant, elle se rend compte que effectivement le bruit vient de la chambre de sa fille. Elle veut ouvrir la porte à la volée, impossible de l'ouvrir, alors que la porte ne ferme pas, il n'y a pas de verrou ni rien. Un bruit sourd dans la chambre apparaît. Du coup, la porte est relâchée. La mère arrive à ouvrir la porte. Elle voit la chambre complètement ravagée, mais il n'y a plus rien debout. Tout est pété. Et elle voit sa fille qui gît au milieu de la pièce. Elle se jette sur elle, regarde, il n'y a pas de réaction. Elle a l'air d'avoir de pouls, il n'y a pas de plaie apparente, mais sa fille est défigurée. L'impression qu'elle s'est fait rouler dessus par un camion. Elle appelle les secours tout de suite, ils font une enquête, ils commencent tout le train. Donc Giulia est bien morte, elle est emmenée à l'hôpital pour faire une autopsie. La police fait son enquête, elle ne comprend pas. La mère a dit que tout était verrouillé, qu'elle a ouvert pour la police et les pompiers, mais que tout était fermé quand elle s'est levée. Il n'y avait personne dans la maison, il n'y avait personne dans la chambre de Giulia quand la porte s'est ouverte, les volets étaient toujours fermés, donc personne n'a pu rentrer ou sortir. La police ne trouve rien du tout. L'autopsie dira que le corps de Giulia a été littéralement broyé. Il y avait des fractures quasiment sur tous les os du corps, fractures crâniennes extrêmement importantes, ce qui aura causé la mort d'ailleurs. Et rien. L'enquête sera jamais fermée puisqu'on n'a jamais trouvé le meurtrier. Giulia est décédée, on ne sait pas de quelle façon, et on ne saura sans doute jamais.